Et encore et toujours cet épuisement qui était toujours là, physique, mental, j'avais des week-ends de ressources mais qui revenaient, ça revenait toujours à moi. J'ai mal au ventre, je suis pas bien, des cauchemars, il faut retourner au travail et ça recommence, et le stress, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Et puis à chaque fois je me blesse en fait, à chaque fois ça a été un coup les chevilles, un coup la jambe, un coup le dos, un coup les côtes finalement, comme j'ai pu en parler. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans Ambitus, un podcast imaginé et porté par l'Éveil. Si vous aimez ce format et voulez encourager la démarche, n'hésitez pas à parler d'Ambitus autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. L'Éveil est une structure active depuis 1995 dans le canton de Vaud en Suisse qui s'engage pour la réinsertion socio-professionnelle et la reconstruction du lien social. À travers une multitude d'ateliers et de dispositifs créatifs, elle accompagne des personnes fragilisées ou marginalisées sur le chemin de la reconquête de soi. Derrière les données et les constats se cachent des visages, des histoires, des trajectoires humaines parfois singulières, parfois familières, parfois chaotiques, parfois lumineuses, mais toujours profondément authentiques. Ce podcast vous ouvre la porte à ces voix que l'on entend rarement, des parcours discrets souvent enfouis qui trouvent ici un espace pour se dire, pour se raconter. En musique, l'ambitus désigne ce que l'on pourrait appeler l'étendue d'une voix ou d'un instrument, de sa note la plus grave à la plus aiguë. De la même manière, chaque personne compose sa partition de vie avec ses hautes notes et ses basses notes. Avec Ambitus, nous souhaitons laisser résonner ces mélodies humaines dans toute leur richesse et leur complexité au rythme des personnes concernées. Pour plus d'informations sur les activités et l'histoire de l'éveil, son directeur Oran Mackenzie vous explique tout dans l'épisode 0, le premier de la liste. Dans cet épisode, vous entendrez Chloé, un parcours de vie riche et confrontant qui, je n'en doute pas, vous parlera. Merci à elle pour son courage et pour son partage. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Cet épisode est le dernier de 2025. 4 autres sont déjà sortis. Je vous laisse les découvrir. Bonne écoute. Attention, ce témoignage traite de phénomènes d'usure au travail et évoque des situations de confrontation avec la mort. Bonjour, je m'appelle Chloé. En 2023, j'étais infirmière en psychiatrie. Après plus de 10 ans dans les soins, je ressentais déjà un épuisement, je me sentais essoufflée. Et je rencontrais en parallèle mon copain actuel avec qui on était en train de tomber amoureux. Et un week-end, on est parti, avec l'envie de relâcher, on est parti se balader et on s'est arrêté c'était des grandes journées de canicule. Et il faisait hyper chaud, on s'est arrêté sur un ponton, je me rappellerai toujours, on se baignait. Et il était beaucoup trop haut, je suis plus petite, et j'arrivais pas à remonter. Et du coup, il y avait cette barre de fer au bord, et je me rappellerai toujours, il m'a relevée, et je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai lâché. Et puis du coup, je me suis réceptionnée sur la barre de fer, pile poil sur les côtes. Et là, ça a été ce gros accident, en fait, cet été-là, qui a démarré toute la suite. C'est vrai qu'on est rentré, on a profité de notre journée, de notre week-end. On a fait la fête, bien évidemment. On a profité du soleil. Et puis, le lundi, je suis retournée au travail parce que c'était important pour moi. Et j'avais beau être épuisée, j'avais pour moi des obligations. Et puis, c'est vrai que j'ai pas tendance à consulter tout de suite chez les médecins et à aller voir. Puis finalement, je sentais bien que la nuit, j'avais du mal à respirer quand je m'allongeais. Et puis que j'avais du mal à marcher, à tenir assise au travail. C'était vraiment difficile de faire les entretiens pendant 1 heure assise. Je me sentais essoufflée tout le temps. Et à partir de ce moment-là, je suis rentrée le soir et j'ai dit à mon copain, je crois que là, il faut que j'aille voir le médecin. Et on a pris rendez-vous. Et comme en Suisse, c'était 2 semaines plus tard, je me suis dit, c'est pas grave, je travaillerai en même temps. Et durant cette période-là, j'ai continué à aller au travail. Et en parallèle, j'avais aussi cette formation qu'on m'avait proposée, que j'avais déjà demandé à l'époque, et j'étais tellement contente de l'avoir. Et en même temps, je me demandais tellement comment j'allais faire pour pouvoir continuer, que j'ai accepté, puis que j'ai fini dans un deuxième temps par refuser. Et j'ai eu cet entretien avec ma responsable qui m'ont clairement achevée, j'ai envie de dire, finalement, physiquement, mentalement. J'étais déjà bien fatiguée, il y avait déjà des signes avant-coureurs. Et puis là, ça a été la fin. Et quand j'ai vu le médecin, finalement, pour ces fameuses côtes, j'ai fini par être arrêtée 3 jours seulement. Et de là, je suis jamais pu retourner au travail. Et j'ai aussi un peu perdu de mon sourire, du coup, et de la légèreté qui allait avec.
Et ça a été un peu une descente aux enfers. Finalement, j'ai fini par recevoir 3 semaines après une lettre par la poste, qui un vendredi, parce qu'il fallait toujours que ce soit un vendredi, j'ai dû attendre le lundi pour savoir que finalement c'était vraiment un licenciement, même si quand on reçoit un accusé de réception à recevoir avec le nom de son entreprise, on se doute bien de ce que c'est quand on arrête de travail. En 2009, je suis arrivée en Suisse pour aller rejoindre mon père et je devais aussi travailler. Du coup, j'avais prévu de commencer en septembre dans un grand centre hospitalier. Et je suis arrivée de Bretagne, de France, où c'est vrai qu'après plusieurs années assez chaotiques, familiales et beaucoup de traumas, j'étais un peu perdue. Je savais pas trop exactement quoi faire. Mais c'est vrai que mon père étant infirmier, ma mère aide-soignante, toute la famille infirmier, ça m'a semblé un peu logique finalement de continuer un peu dans cette voie. Et puis pourquoi pas. Et du coup, je suis arrivée là et j'ai commencé directement en septembre à l'hôpital, à peine 18 ans. Et c'est vrai que du coup, j'ai eu ces débuts de formation où on nous apprend juste à faire une toilette, on nous apprend à mobiliser les personnes, voilà, comment accompagner des personnes dans des services de soins, sans vraiment réaliser, je crois, ce qui va nous atterrir dessus quand on n'a jamais mis un pied dans les soins. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans un service de médecine. Et il y a eu le premier jour a été assez fracassant. Je me rappellerai toujours que je suis arrivée dans la chambre, les infirmières prenaient le rapport et me disent d'aller voir dans la chambre numéro un tel si la dame allait bien. Et, je suis allée voir. Et ce que je savais pas, c'est que c'était une dame en fin de vie. Et du coup, j'ouvre la porte et je vois cette dame qui a été malheureusement décédée, la pauvre dame, et du coup qui parlait pas, respirait pas, enfin qui était décédée, quoi. Et je me rappelle que je retourne au bureau, je vais voir les infirmières et je leur dis, je crois que la dame, elle va pas très très bien. Et puis visiblement, moi, j'étais suffisamment blanche pour pas me sentir très très bien non plus. Et puis ça a été mon entrée dans les soins, du coup. Première journée, et je crois que ça a annoncé la suite des années, des années à venir. Et puis c'est vrai que de fil en aiguille, ça m'a construit un rythme, ça m'a construit une identité, des valeurs, de travailler dans les soins. J'étais fière de ce que je faisais aussi. Et à force de remplacement en remplacement, en 2011, j'ai une responsable de la pédiatrie qui me dit que du coup, il commence une formation, un projet pilote pour les assistantes en soins et santé communautaire. C'était tout nouveau comme diplôme à l'époque, ou en tout cas, ils les intégraient tout nouveau dans leur service. Et que si je voulais, je pouvais commencer mon apprentissage d'ASSC dans leur service. ASSC, donc, c'est assistante en soins et santé communautaire. C'est une formation où on est sous la responsabilité de l'infirmière. On a notre propre champ de compétences et nos propres responsabilités qui nous permet de faire des soins avec une meilleure compréhension aussi, vu qu'on est formé. Et aussi faire des soins techniques, donc des prises de sang, distribuer des médicaments, faire des pansements, voilà, des choses, prendre des paramètres vitaux, des choses qui s'apparentent aussi à des compétences de l'infirmière, sauf que on a des situations qui sont moins complexes en tout cas, et puis surtout c'est toujours sous délégation de l'infirmière. Et donc ils introduisaient à l'époque ces professionnels-là dans le service de pédiatrie, et c'était un projet pilote pour tester leur arrivée et la collaboration avec les infirmières. Et j'ai bien sûr accepté. Je voulais de toute manière me former, je voulais pouvoir avoir un point, voilà, pouvoir rentrer, avoir une formation qui me permet d'évoluer. Et ça allait de façon dans la suite de ce que j'avais fait jusque-là. Donc j'ai accepté de commencer directement à la rentrée. Et à partir de là, je me rappelle que les années de formation, ça dure... moi, j'ai fait 4 ans, vu que c'était en emploi. Et puis, je me rappelle que les années de formation ont été à la fois riches, à la fois stimulantes, m'ont fait grandir. Et en même temps, je pense qu'on oublie le fait de parachuter des personnes aussi jeunes, parce que je trouve que c'est quand même jeune, 18 ans, 20 ans, dans les soins, avec toutes ces situations en fait qui sont hyper confrontantes, hyper douloureuses. On a des récits de personnes qui vont pas bien. Et c'est pas anodin, je pense, d'entendre tout ça. C'est pas anodin de voir la mort, et c'est pas anodin de soutenir des personnes qui vont pas bien au quotidien. Mais j'ai réussi et j'adorais mon métier.
Mais c'est vrai que quand j'ai terminé, j'avais besoin d'évoluer et j'ai donc décidé de quitter la pédiatrie, même si j'adorais, c'était un monde unique. Et j'ai décidé de commencer dans un service un peu plus comme des urgences, un peu plus stimulant, où il y a aussi des adultes et où du coup je me disais que j'allais apprendre aussi sur les adultes un peu plus et sur les techniques et sur les situations de soins et continuer à évoluer. Et j'ai donc été prise et j'ai commencé en 2014. À cette époque, en même temps, je vivais aussi ma vie de jeune adulte, de jeune femme qui découvrait la vie, l'autonomie. C'était mon premier appartement, mes premiers salaires, mes premières sorties. Et puis ça faisait maintenant un petit moment que j'étais en Suisse, donc j'avais commencé à me faire un réseau avec des amis, avec qui on sortait souvent, trop peut-être même. Mais voilà, et du coup, je savais où j'allais, j'avais cette formation avec un objectif à la clé, ce qui facilitait un petit peu le quotidien, plutôt que quand on est complètement perdu et qu'on ne sait pas où on va. Ça aide à avancer. Et c'est vrai que l'appartement, l'avantage de mon employeur, c'est qu'on avait des studios loués moins cher que ce qu'il y avait, en tout cas pour la ville de Lausanne. Et puis du coup, je faisais souvent la fête, je dois l'avouer. J'aimais aussi cette autonomie, cette indépendance où je me sentais grande. J'avais l'impression que j'étais vraiment... Voilà, ça y est, j'avais atteint ma vie d'adulte. Et puis c'était enfin l'indépendance. En plus, j'avais toujours envie avec mon enfance qui a été plutôt chaotique, conflictuelle. Je rêvais ça depuis tellement longtemps que j'avais imaginé pouvoir le jour enfin où je dépendrais de personne. Sauf que la vie de jeune adulte va aussi avec les premières factures, et les premières factures va comment les payer, et puis finalement les premiers salaires, les priorités et les premières dépenses. Sortir coûte cher, mais les vêtements aussi, et la nourriture, comment gérer un budget. Ça a été un peu cette période aussi où j'ai un peu expérimenté tout ça. Finalement, je m'en sors pas si mal. Et voilà, et puis c'est vrai qu'après, j'ai fait ma formation de 2011 à 2014. Et en 2014, c'est là où j'ai terminé mon diplôme et j'ai décidé de commencer aux urgences. Et là, du coup, ça a été une autre autonomie. Je commence aux urgences j'avais 23, 24 ans. Et je débute une nouvelle vie de jeune professionnelle diplômée. Je découvre, j'avais ces représentations des urgences, comme on peut le voir d'ailleurs à la télé, et dans les émissions et puis dans les films. Des réanimations partout, et puis à courir partout. Alors, c'est le cas, on court partout, souvent. Par contre, c'est vrai que les réanimations, c'est pas la majorité, fort heureusement. Par contre, il y a beaucoup de gens, les gens vont mal, les journées, les gens s'enchaînent, les familles. Je me rappelle que j'essayais de prendre le rythme, installer les personnes. Il y avait, au tout début, en plus, comme d'habitude, c'était un chemin sinueux que je prends, c'est-à-dire que c'était encore un projet pilote où ils intégraient les ASSC dans ce service. Donc du coup, c'était assez conflictuel avec les infirmières, parce qu'au début de l'époque des diplômes d'ASSC, c'était assez tendu. Elles n'avaient pas encore leur place forcément dans les services, on ne savait pas très bien à quoi elles servaient exactement, et on ne savait pas jusqu'où on pouvait leur confier des tâches, en fait, en termes de responsabilité. Et du coup, c'était assez tendu. Il fallait toujours se battre pour faire des soins, sinon on faisait pas grand-chose à part pousser des rencarts. Et puis, il fallait toujours dire et se battre. Non, mais moi, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc, il fallait se battre d'un côté, et en même temps, il fallait courir partout et dans différents secteurs. Et puis, tout se construisait. Et je me rappelle d'une journée, et puis après d'une nuit, qui avait été... je crois qu'il y avait une trentaine d'attentes de gens qui n'avaient pas été vus par un médecin en salle d'attente, donc pas encore installés. On était plein. On courait partout, c'était tendu. Je me rappelle être en train d'écrire dans les dossiers des patients, me faire insulter par les familles et les patients. Quand on arrivait, on essayait de réévaluer comme on pouvait. Moi, je me rappelle que je culpabilisais beaucoup parce que finalement, je voyais des gens qui avaient mal. Ça faisait 5 fois que je demandais des médicaments contre la douleur. J'arrivais pas. Et je me rappelle être sortie de cette nuit-là, j'en pleurais. On était tous externués, j'étais toute seule. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était au tout début, je vais pas y rester, en fait. Je vais partir. Puis finalement, je suis quand même restée quelques années parce que j'ai quitté en 2021 les urgences. Donc ça fait un petit bout.
Et de là, j'ai continué les nuits, les jours, les nuits, les jours. Au début, ça allait, je supportais. Puis après, le poids des nuits devient de plus en plus difficile à supporter aussi parce qu'il faut se réinverser à chaque fois, retourner dans le jour. Faut réussir à dormir la journée. Puis finalement, je dormais de moins en moins la journée et ainsi de suite. Donc il y avait aussi ça, tout doucement, où la fatigue s'accumulait, les situations de douleur s'accumulaient et l'épuisement en général, là, tout doucement s'installait. Et une fois, jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu une nuit, je me rappellerai, c'était mon tout premier massage cardiaque. Alors, on a des formations, on a plein de choses, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que c'est pas la même quand c'est vraiment une personne qui arrive, qu'on la voit. Ça faisait vraiment, j'ai l'impression que c'était pas moi. Il y a les ambulanciers, la police, les gens IMAS, ils font un relais. On doit se lever, mettre les mains, les os qui craquent sous la main. Je me rappelais du sang dans le tube. C'est vrai que j'arrivais pas à... J'avais l'impression, je pense que moi, j'étais plus dans mon corps. J'arrivais plus à me dire, non, mais en fait, je suis en train de faire ça vraiment moi. Et avec ce rythme et cette petite chanson qu'on connaît souvent, Hi, hi, sting the line. Voilà, on est en train de masser sur ça parce que c'est sur ce rythme-là qu'il faut masser pour être efficace. Et jusqu'à ce que finalement, au bout d'1 heure et demie, on finisse par se dire que cette dame, on allait arrêter le massage, que c'était terminé et puis qu'on allait la laisser partir tranquillement. Je me rappelle, j'avais pas du tout envie d'arrêter. C'était autant douloureux de la masser que d'arrêter, mais j'avais pas du tout envie de la laisser partir. Et là, je me suis dit, aïe, 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 mais ça va être ça pendant toute ma carrière, finalement, des situations dures tout le temps comme ça. À se faire insulter, avoir des choses dures, des accidents, des pieds en moins, des jambes en moins. Je dis, ah non, mais non. Et puis j'ai quand même continué, mais je me suis même battue d'ailleurs pour être infirmière. Et je me suis battue pour rentrer pour faire un emploi. C'est sur 4 ans, on peut se former en étant employée comme assistante en soins, mais en même temps en ayant une praticienne formatrice qui nous accompagne et on apprend des situations du quotidien pour devenir infirmière. Et on a voilà, en gros, en fait, après, on va à l'école et on a des cours blocs de temps en temps qui nous permettent de valider bien sûr les modules. Donc c'est au même titre que n'importe quel bachelor, c'est juste que la formule est différente. Et puis je suis fini par y rentrer dans cette formation. Et c'est vrai que là, ça a été, je pense, encore un petit point en plus, c'est-à-dire que je me suis enfoncé le couteau dans la plaie avec ces cours qu'il fallait rendre à côté, faire mon travail d'assistante en soins, en même temps être étudiante, apprendre, rendre des dossiers. Et je devenais dingue, plus le rythme des urgences, je devenais complètement folle. Et je sais pas comment j'ai réussi à traverser ces 4 ans. Il y a un côté des fois où je suis pas sûre de l'avoir vraiment vécu et pourtant je me rappelle. Mais je faisais du mieux que je pouvais et j'ai finalement réussi. Puis à la fin de ma formation, je me rappelle d'une nuit et là il y avait cette patiente qui devait être protégée, qui avait été envoyée pour être protégée et où finalement voilà, elle a décidé de mettre fin à ses jours chez nous alors qu'on était censé être là pour prendre soin d'elle. Et c'est vrai que là, je me suis dit, mais en fait, c'est plus possible. On peut pas travailler comme ça, être partout. On peut pas s'occuper de tout le monde, mais en même temps, on doit pouvoir protéger ces personnes qui sont là. Et je me rappelle, ça m'a traumatisée. Et la police et tout le monde en parlait, c'est secret, pas secret. J'en pouvais plus. Et là, je me suis dit, mais ça y est, faut que je quitte les urgences. Puis là, déjà avant, là, on est quoi, en 2021, en 2019, je me rappelle, déjà, j'avais eu cette première sensation de flancher avec un épuisement. On m'avait dit, c'était clairement un épuisement professionnel où, malgré tout, j'avais été arrêtée 2 semaines et j'avais décidé de reprendre. Je disais, non, je lâcherai rien. Et puis, parce que si j'étais trop absente, j'aurais pas pu terminer ma formation, donc, ou en tout cas avec beaucoup plus de temps, ce qui était exclu. En tout cas, à cette époque-là, pour moi. Et c'est vrai que j'ai repris contre avis médical. Alors que déjà, j'étais arrivée à un stade où je dormais plus, j'arrivais plus à manger, j'avais perdu énormément de poids déjà à cette période-là. J'étais stressée, angoissée tout le temps, je repensais au travail tout le temps. Et j'avais tendance à m'isoler aussi. Et du coup, j'avais pris ce temps de 2-3 semaines pour me reposer, le temps de dormir. Et puis les 2-3 comprimés aident, et puis c'était reparti. Et là, à cette fin de 2021, je réussis mon diplôme. Le Covid est passé.
il y a eu ces vagues, parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que pendant cette période-là, il y a eu cette première année. Ensuite, on a su ce que c'était, mais au tout début, il faut savoir que quand le Covid est arrivé, on n'avait aucune idée de qu'est-ce qui allait nous arriver sur la figure. Et on était exposés directement. Et est-ce qu'on va se l'attraper, ce Covid, ou pas? Est-ce qu'on va en mourir ou pas? Est-ce qu'on voit les gens qui vont pas bien, qu'on envoie aux soins intensifs, les soins intensifs qui s'agrandissent, qui augmentent de patients? Et puis on entendait parler à toutes les sauces, tout le temps, partout. C'était la panique générale. Moi, je rentrais du travail. Honnêtement, j'avais un carton à côté où je déposais mes vêtements. Je caressais pas mon chat et j'allais me laver avant de pouvoir faire quoi que ce soit chez moi. Parce que les premières semaines, on savait pas et on était exposés directement. Donc tout ça accumulé a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, non, mais là, je pars, je vais faire autre chose. J'ai envie du relationnel et je pars en psychiatrie. De là, j'ai passé des entretiens, puis j'ai finalement été prise. Et c'est vrai que quand j'ai commencé là-bas, il y avait plus de week-end, il y avait plus de nuit. J'avais l'impression que j'allais pouvoir faire... j'étais enfin diplômée infirmière, j'avais ma propre autonomie, je pensais pouvoir faire mes plans de soins comme je l'aime, avec mes valeurs, mon humain. Enfin, je pensais réussir à faire en tout cas mieux que tout le monde, ce qui est clairement pas le cas et ce qu'on peut pas. Et puis, c'est pas ça la question de toute manière. Et c'est vrai que j'étais, comme d'habitude, je suis un peu sur tous les projets. Ah, ça me plaît, ça me plaît, je veux un peu tout faire. Et puis ma curiosité, je dirais finalement, c'est un peu ça que j'en dis après toutes ces années, c'est ma curiosité qui m'a amenée à ma perte quelque part. C'est que j'acceptais un peu tout et je demandais un peu tout. Et avec peu de moyens finalement, parce qu'on était 2 infirmiers, on s'occupait des patients, des passages à la pharmacie, des entretiens, des médecins, des suivis. Voilà, on courait, moins qu'à l'hôpital, mais on courait quand même finalement. Mais c'était au début un peu plus reposant. Puis finalement, la situation m'allant plus, j'ai décidé de démissionner. Et puis je me suis dit que tiens, l'intérim, ça me permettrait de faire à mon rythme, comme je veux, ma vie privée, pouvoir reprendre un peu ma vie finalement, où après toutes ces années d'études, j'aimerais retrouver la jeune Chloé qui sortait, qui allait au théâtre, qui allait se balader, qui partait en week-end, qui partait en vacances. Et je me suis dit, voilà, allez, go. Et j'ai replongé à nouveau dans une entreprise où ce que je voulais pas, c'était rester dans la même entreprise, c'était faire plein de petites missions. Et j'ai fait tout le contraire. Et de là, quand on est en intérim à domicile, c'est vrai que c'est pour aider ceux qui vont déjà pas très bien sur place. Donc on avait quand même des plannings qui étaient bien chargés. Et c'était la course. Et en fait, et encore et toujours cet épuisement qui était toujours là, physique, mental, j'avais des week-ends de ressources, mais qui revenaient, ça revenait toujours à moi. J'ai mal au ventre, je suis pas bien, des cauchemars, il faut retourner au travail, et ça recommence, et le stress, j'ai mal au cœur, j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir. Et puis à chaque fois, je me blesse, en fait. À chaque fois, ça a été un coup les chevilles, un coup la jambe, un coup le dos, un coup les côtes, finalement, comme j'ai pu en parler. Et à chaque fois, c'est mon corps qui me rappelle, qui me dit non, mais en fait, ça chauffe là-dedans, il y a quelque chose qui se passe. Et de là, je me suis dit non, mais j'arrête ma mission. Après quelques mois, donc ça, c'était en 2023, justement. Et je retourne là où je travaillais avant. Il y avait eu un remanagement. Je me suis dit, je retourne dans ce même entreprise en me disant, ce sera mieux, forcément, ce sera mieux. Puis on me le promet. Et puis il y a une nouvelle équipe, et puis on est jeune, on est dynamique, on a envie. Je vais faire ce que j'ai envie. On a des projets d'atelier, de plein de choses. Je me suis dit, ça me fait rêver. Et puis là, je recommence, et c'est une nouvelle page, finalement, une nouvelle équipe. On est jeune, on s'entend bien, on a plein d'envies, et du coup, ça correspond beaucoup à mes valeurs et à comment j'ai envie de soigner. Je retrouve des similitudes avec les patients que je connaissais déjà, l'institution que je connaissais déjà. Et avec cet espoir de construire ces fameux ateliers bien-être, créatifs, et me dire, mais en fait, on va pouvoir faire plein de trucs, et c'est trop bien. Et je désenchante assez rapidement, finalement, parce que je me retrouve dans mes mêmes processus, ça, par contre, ça m'appartient. C'est-à-dire que je prends du retard dans mes notes, dans mes évaluations pour les assurances, dans les rapports. Et puis, je suis toujours en surchauffe, de toute manière, depuis plusieurs années. Il y a toujours cette accumulation, et ça continue, et je stresse, et j'ai l'impression d'être jamais à la hauteur, et je continue. Puis finalement, on me propose une formation qui est celle que j'avais demandé à l'époque, d'accompagner les étudiants. Et je me dis, mais en fait, trop bien, je l'ai encore. Sauf que
une des conditions pour retourner là-bas, c'était que je voulais faire mon voyage. Je m'étais dit, je m'autorise enfin une fois dans ma vie à faire quelque chose qui est pas un lasso qui est lancé et que je prends, qui est juste moi. J'ai décidé et je construis. Et je me dis, je vais faire ce voyage l'année prochaine. Et du coup, il me faudra juste sans solde, mais sinon, je signe le contrat. Et je construisais ce projet parce que ça s'y prend à l'avance. Et je me dis, mais si je rentre en formation, comment? Et puis après, puis je me dis, mais comment payer la formation? Et puis, est-ce qu'il y a une redevance? Puis je demande, puis j'ai pas de réponse, puis je redemande, puis j'ai toujours pas de réponse. Puis là, je me dis, ok, ben non, du coup, je la fais pas, cette formation. On repousse d'une année, et puis là, de toute façon, je sens que je m'épuise de plus en plus. Rentrer dans une formation, je vais juste exploser en plein vol. Et j'envoie un message en disant, mais en fait, finalement, je vais pas pouvoir faire cette formation. Je me rappelle aussi que, faut savoir, j'allais accompagner une étudiante, et donc du coup, j'avais pas de temps aménagé pour au départ. Ça allait venir, mais je l'avais pas encore, donc je faisais sur mes week-ends, je le faisais sur le soir, parce que, en gros, on me demandait de créer quelque chose et de former quelqu'un, alors que j'étais pas encore formée à être formatrice. Donc on me demandait d'avoir des supports, de créer des choses. Enfin, on partait de zéro et on n'avait encore jamais accueilli des étudiants. Et, et du coup, je passais ma vie en fait sur le travail. J'y repensais toujours et on me mettait la pression. En tout cas, je le vivais comme ça. Et ça continuait, je chauffais, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout, j'angoissais. Les week-ends, j'étais tout le temps fatiguée. Je me renfermais de plus en plus. J'avais mal à la tête, mon corps était lourd. Je pleurais souvent, je faisais beaucoup de cauchemars. Et puis ça s'est accentué au fur et à mesure, de plus en plus. J'avais l'impression un peu comme un étau qui se referme finalement. Et c'est là où finalement il y a eu ce fameux week-end où j'ai eu l'impression d'avoir un peu de légèreté. Et c'est vrai qu'après, sur le moment, je me suis dit, mais en fait, ça y est, je prends un peu de légèreté, et il y a tout qui se casse la figure. Et boum, finalement, on regarde 3 mois plus tard et je suis licenciée. Et je suis là, comme si, qu'est-ce que je fais? Aérer. Et, euh, et pas, en fait, parce que la vie, elle continue et on a beau aimer notre travail et, euh, et avoir les conditions qu'on a, ben, c'est comme ça, c'est pas le seul travail, les soins. On a beau avoir les envies et tout ce qu'on veut, finalement, on a aussi une vie à côté et on a le droit d'être heureux, on a le droit d'aimer, on a le droit de partir en voyage et en aucun cas, tout ça, c'est responsable, en fait, de ce qui arrive. On est qui on est, point. Et, et voilà. Et il y a eu cet entretien et là, j'ai eu l'impression d'être dénigrée parce qu'il a été remis en question alors que j'étais déjà bas avec l'accumulation des années et des années dans les soins, de violences dans ce même service où, avec des patients où c'est de loin pas leur faute, mais où on s'est retrouvé à faire des hospitalisations contre leur avis. Et donc je me suis retrouvée séquestrée avec mes collègues et on a dû faire intervenir la police, où les insultes, où l'impression d'être jamais à la hauteur finalement et toujours la culpabilité de faire jamais son travail comme il faut. Ben, j'ai donné du meilleur que je pouvais pourtant et la reconnaissance que j'ai eue à ce moment-là, c'était qu'on remettait en question finalement mon intégrité envers eux, mon intégrité envers mon engagement envers l'institution, mon engagement envers les médecins même. Je ne vois même pas ce qu'ils avaient à faire là puisqu'il n'y a pas de médecins dans ce service-là. On collabore avec les privés. Et finalement, il y a tout qui... C'était un peu comme le enfoncé, ça y est, j'étais le clou qui était rentré dans le bois, il n'y avait plus personne. Et ça m'a achevé parce que, en tout cas, s'il y a bien quelque chose qui est fort chez moi, c'est bien l'engagement. Et là, je ressortais juste parce que j'avais des côtes cassées et que je savais pas quelle était la suite. Et puis parce que je refusais une formation que je pensais repousser. Ça remettait en question visiblement tout qui j'étais même, en fait. C'était même pas la professionnelle parce que on peut remettre en question dans la vie professionnelle des actes, des choses qui appartiennent de l'ordre du travail. Mais là, c'est remettre en question une personne sur sa personnalité. Alors maintenant qu'il y a le recul et maintenant j'arrive à en parler calmement et à comprendre aussi ce qui se disait. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais aucune idée de ce qui se disait. J'ai pas très bien compris ce qui m'arrivait sur la tête. Tout ce que je pouvais dire, c'est que là, j'étais arrivée à un point où je pleurais tout le temps, je voyais plus personne, j'avais perdu beaucoup de poids, j'avais plus envie de manger, j'avais qu'une envie, c'est d'être sous ma couette. Le peu de temps que j'arrivais à sortir et à avoir un peu de lumière, c'était grâce à mon compagnon. Mais enfin, quand on est comme ça et qu'on vit un début d'amour, c'est pas très glorieux, je dirais, pour la personne qui est à côté.
Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'y voyais aucun avenir. Et il y a eu cette errance en plus parce qu'il y a cette bataille qu'il faut savoir. Et ça, je pense que avec toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, et même en tant que professionnelle, je le rencontrais, cette problématique, c'est que faut trouver un psychiatre, faut trouver un psychologue, et tout le monde est saturé. Et puis, c'est nécessaire parce que aussi pour notre survie, mais aussi parce que, administrativement parlant, on dépend des assurances. Et c'est les assurances qui décident, en fait, du coup, de salaire. Moi, je me disais, je suis licenciée, je vais plus avoir de salaire, je vais être à la rue, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Et puis à l'époque, moi, mon père, il était reparti, j'étais toute seule. Et puis, c'est pas mon compagnon que je venais de rencontrer, je me disais qu'il allait m'accueillir chez lui. Et puis pourtant, il y a eu ce brin de lumière où c'est lui qui m'a dit « Tant que tu sais pas, tu viens à la maison ». Et puis les choses se sont fait un peu toute seule, un peu naturellement. J'ai erré après, on a déménagé, j'ai trouvé une psychiatre, et puis là, il y a un peu tous les diagnostics qui sont sortis finalement. Du TDAH, et c'est normal. Et puis c'est pour ça. Et puis finalement, il faut commencer la Ritaline avec 3 questions. Non, c'est une dépression. Mais non, c'est juste un petit burn-out, puis on va reprendre. Mais non, finalement, il y en a eu à toutes les sauces. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'allais mal. Et ça a continué, puisque là, on est en septembre 2023, octobre 2023. Et puis, j'ai pu réussir à reprendre un rythme qu'en mai 2024. Et là, j'ai commencé à l'éveil, et puis ça m'a redonné un rythme, ça m'a redonné confiance. J'ai pu revoir des gens. Les symptômes étaient encore forts, mais entre deux, j'avais une psychiatre une fois par mois ou toutes les 2 semaines, de la Ritaline, et puis c'est tout. Et Ritaline qui d'ailleurs, du coup, m'a amenée jusqu'à ce que j'avais des idées noires, jusqu'à même des idées de suicide. Et il y a eu un bout où, en fait, il y a eu un soir, j'avais aucune idée de quelle allait être la suite. Je savais juste que j'avais eu le rapport de l'assurance des APG qui me disait vous aurez plus de salaire et puis c'est terminé. Puis là, je me disais, j'ai mon copain, ça fait moins d'1 an, on va pas pouvoir rester comme ça, et lui, il restera pas avec quelqu'un qui va pas bien. Je sais pas où je vais, je sais pas ce que je veux faire, je sais plus qui je suis, j'avais perdu toute mon identité vraiment, je sais même plus ce que j'aimais. J'avais aucune idée de ce qui pouvait me plaire quand on me posait la question. Je me rappelle que j'étais là, ouais, un peu de peinture, un peu... aucune idée. Et là, j'ai commencé à l'éveil. Et c'est vrai que c'était pas simple au début, parce qu'en plus, il fallait prendre les transports. C'était quelque chose où j'avais du mal. C'était arrivé à un point où j'avais du mal à prendre les transports, à voir les gens, à parler, à interagir, encore plus à entendre les problèmes des autres, alors qu'ils sont tout aussi légitimes, mais c'était pas simple. Et puis au fur et à mesure, tout doucement, j'ai réussi à reprendre confiance. Aussi à me détacher finalement de tout ce côté un peu médical, parce qu'il y a ça aussi, les expertises c'est bien joli, hein, mais quand c'est dans l'intérêt de l'assurance, ce qu'on peut entendre est parfois assez dur. Et c'est vrai que moi je restais en boucle sur mais il s'est trompé dans mon histoire familiale, il a même pas noté la maltraitance, il a même pas noté les traumas au travail, il a pas rien. Pour lui tout va bien et je peux reprendre dans 1 mois. C'était ouais, un néant. Et puis, au fur et à mesure, et puis je remercie ces cours surtout le yoga, qui m'a permis de me recentrer, de plus être dans mes pensées, d'essayer de calmer ce petit vélo qui s'enchaînait et qui angoissait, sur des choses qui, en fait, je savais même pas, mais je me faisais des projections incroyables de comment je pourrais faire, mais si il se passe ça. Et donc là, de l'éveil où j'ai commencé donc en mai 2024, et puis de septembre 2023 où j'ai été licenciée, finalement, toute cette période, ça a été... j'ai beaucoup de mal à en parler parce que finalement, c'était assez abstrait. Je me sentais hors de mon corps. Mais quand j'en parle, je le revis, en fait. C'est un peu flou. Il y avait finalement, même le déménagement, j'étais crépahutée entre les rendez-vous par les médecins. Il y a eu ce début avec l'AI. On m'a parlé de détection précoce que j'ai commencé en octobre. Et où je savais même pas, mais finalement en intervention, vous aurez toujours pas de salaire. Donc je me disais, mais en fait, j'aurai toujours pas de salaire. Mais en fait, du coup, je fais comment pour vivre? Et puis qu'est-ce que je fais? Et puis en même temps, j'allais pas bien pour commencer quoi que ce soit à ce moment-là.
Et les mois passent et les mois passent. Et puis, j'ai quand même mon rayon de soleil à côté à la maison, mon compagnon qui l'est toujours actuellement et qui m'aide énormément au quotidien. Et j'alterne les rendez-vous, j'avance. Mais c'est vrai que j'avais des journées qui n'étaient pas très rythmées, il faut dire. Mis à part ces rendez-vous médecins, l'ergothérapeute pour essayer de structurer des journées, qui me disait-il. Faire un peu d'administratif parce que j'y arrivais plus. Et voilà. Et puis c'est vrai que au début de l'année 2024, ça commençait déjà à aller un peu mieux, tout doucement. Donc on a commencé à envisager ce début de mesure. Et c'est vrai que commence à se construire mon histoire personnelle aussi, en parallèle, qui allait mieux et j'allais de mieux en mieux et ainsi de suite. Mais c'était pas encore ça. Et aimer a été pour moi vraiment cette entrée à l'éveil, cette angoisse, mais en même temps cette bienveillance des personnes qui m'ont accueillie, qui m'ont pris comme j'étais, là où j'en étais, avec les symptômes que j'avais ou pas, et sans jugement de mon histoire et de qui je suis. Ça m'a beaucoup aidée parce que finalement, j'avais pas besoin d'être la personne qui était infirmière, la personne qui est en burn-out, qui est dépressive ou TDAH, on sait pas trop, ou finalement peut-être si. J'étais juste moi, juste là, avec je prends soin de moi. Et donc finalement, du coup, j'augmente les ateliers et ça va de mieux en mieux jusqu'à envisager une mesure professionnelle du coup en septembre 2024. Sauf que là, en juin, j'apprends badaboum que je suis enceinte. Et puis cette nouvelle, aussi jolie soit-elle, c'est vrai que du coup, n'était pas forcément attendue. Et ça a quand même pas mal bouleversé un équilibre qui était déjà très... Je veux dire, c'était une relation qui commençait. Faut pas dire que j'allais quand même... plutôt dire que j'allais pas si bien que ça non plus, même si ça allait mieux à cette période-là. Et comment envisager une réinsertion, comment envisager la suite, et en même temps avoir la responsabilité d'un petit être qui sera dépendant. Mais finalement, c'est là où je trouve joli, parce que parmi tout ce qui s'est passé, mon compagnon m'a suivi pendant toute cette période-là. Et je le remercie pour son soutien, parce que il est là et ça donne un petit être de quelques mois qui est né et qui m'a malgré tout, du coup, lui aussi accompagné dans ma mesure professionnelle, parce que je l'ai quand même commencé. J'ai fait cette phase, finalement, cette première phase en septembre, octobre. Et là, il a été avec moi. Et j'ai reconstruit un peu une identité professionnelle. Je suis quelqu'un, j'ai un diplôme, reprendre confiance en soi, augmenter les heures, reconstruire sa capacité. C'est pas tout facile, mais disons que j'ai avancé quand même. Et je pense qu'il m'a beaucoup aidée. Et voilà. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi, je pense, quelque part, que pour une fois, je suis pas allée trop vite, parce que j'ai toujours fait tout vite, j'ai toujours accéléré, j'ai toujours tout accepté. Et le fait d'avoir ce petit tête dans le ventre m'a permis de prendre mon temps, accepter que des fois, il fallait que je reste me reposer, accepter de ne plus accepter, et puis pas prendre un peu à chaque fois tous les lassos qui sont lancés. Et il est né du coup en mars 2025. Et de là, j'étais stable, comme on peut dire. Et puis j'ai eu mes 6 mois de maternité qui ont été magiques. Et puis j'ai repris là ma deuxième phase finalement. Et puis je suis de retour, et puis je suis toujours là, et je suis toujours en train d'avancer avec mes projets, et toujours un petit peu mieux. Et je vois cette évolution. Il y a encore du travail, mais je pense que ça viendra. Avec le recul, je me dis que ça a toujours été justement une image, j'en parle souvent, de ces cordes justement qu'on me lance et puis que j'attrape. Puis je sais jamais trop ce que c'est, où ça va arriver et comment ça va se passer. Et c'est vrai que petite, c'est déjà ça. Je me sentais plutôt attachée par les cordes. Mais mon père, du coup, m'a aidée un peu à me détacher de ces cordes et à réussir à m'y accrocher plutôt qu'à y être attachée. Sauf qu'avec le temps, ça m'a obligée à tout le temps exiger plus. Et c'est vrai que je dirais que maintenant, je me sens un peu plus libérée. Je dirais que avec le temps, je regrette rien. Les choses se sont passées parce que j'étais qui j'étais à ce moment-là, et que ça devait se passer comme ça. Maintenant, je sais qu'il faut apprendre aussi à se protéger, et que il faut apprendre à dire non, il faut apprendre à être légitime, apprendre à prendre sa place, et qu'on a le droit tous à avoir une place, et moi la première aussi, et c'est de réussir à l'accepter, que j'ai le droit d'être comme je suis, j'ai le droit d'avoir des envies, d'avoir des besoins, de dire stop quand ça va pas,
J'ai le droit que ça aille pas bien et j'ai le droit que ça aille bien aussi. Oui, c'était du déni parce que c'est vrai que je me suis acharnée vers un objectif avec des exigences que j'avais. Je voulais pas. Il y a plein de fois où j'ai pas voulu voir que ça allait mal et que j'ai continué tête baissée. Et puis aussi, finalement, il y a ce truc où est-ce que c'était bien le métier et c'était bien le domaine qui aurait correspondu à qui j'étais avec le fonctionnement que j'avais déjà depuis. Enfin, c'est quelque chose qui est fonctionnel, qui est une structure que j'ai depuis que je suis petite. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été exigeante, j'ai toujours eu du mal à dire non, été introvertie. Et je pense que j'ai foncé parce que j'avais quelque chose à me prouver. J'ai foncé parce que j'avais quelque chose à prouver. Euh, Pas que à moi, je veux aussi dire aux autres, je vais y arriver et je suis quelqu'un. Alors que malheureusement, ça tient pas à ça. Je pense que là, je suis en colère encore aujourd'hui contre moi parce que il y a encore des fois où je m'en veux d'avoir craqué. Je me dis que j'aurais pu faire mieux et je rentre encore parce que je pense qu'il y a toujours ce schéma qui est derrière, ce mini, désolé pour ceux qui y croient, mais ce mini Poutine derrière qui me fouette et qui me dit mais continue encore et encore et encore et et qui me torture. Mais le truc c'est que je sais aussi il y a un bout où je suis un peu plus douce avec moi parce que je sais que c'est comme ça et puis c'est tout. Je suis aussi en colère parce que je suis encore en colère contre mes anciens employeurs, finalement. Je suis en colère contre les institutions, de me dire, mais à quels moyens on peut, comment, enfin, avec ces moyens-là, plutôt, on peut travailler des fois. Et je suis en colère parce que je pense que pour les entreprises aussi, euh, il y a, il y a un bout où je leur en veux, mais il y a un bout où je leur en veux pas parce que c'est pas que eux qui fonctionnent comme ça. Donc, si on mettait un peu plus de bienveillance, de tolérance et qu'on faisait un peu plus confiance aux employés, et ben peut-être que du coup ça irait mieux et peut-être que les gens pourraient travailler avec leurs valeurs, peut-être que les gens arriveraient mieux à conjuguer en tout cas toutes ces injonctions, en tout cas à mieux conjuguer vie personnelle et professionnelle et ça me fâche. Je suis aussi en colère contre mon enfance et au fond même si j'ai beaucoup travaillé dessus, du coup c'est plus apaisé. Je suis en colère parce qu'il y a une partie où c'est ce qui a fait que je suis qui je suis. Et je pense que c'est là où je prends du mauvais côté, c'est que je crois que je dois accepter d'être qui je suis et qu'il y a encore du travail de ce côté-là. Depuis toute petite, je dirais, j'ai toujours eu cette posture de aidante. Et c'est vrai que j'ai toujours aidé ma mère, j'ai toujours soutenu ma mère. J'ai été soutenante aussi pour mon père, pour ma sœur, tout le temps, toute ma famille. J'ai toujours été cette personne ressource qui tient debout ce pilier, où on venait à moi me demander de l'aide et c'est moi qui devais être un peu comme un chewing-gum à se tirer de partout. Donc, toute ma vie, j'ai eu l'impression de prendre un peu des cordes comme lancées parce que, parce que finalement, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de place non plus à mes projets. Et ça a été toujours comme ça. Et je pense que c'est maintenant avec le recul aussi parce que enfant, finalement, dès que j'avais des projets, des rêves qui sont légitimes, parce que finalement, c'est ça aussi, être enfant, ado, avoir des rêves qui partent un peu dans tous les sens, des projets un peu farfelus. Et ça n'a jamais eu vraiment sa place. J'ai toujours été interrompue dans ce processus. Et finalement, je me suis souvent dit que si ça n'a pas sa place, je sais pas quoi faire. Et on me lançait des cordes et ça me semblait tellement facile, ça me semblait logique. Et pourtant, et c'était aussi la posture. J'ai toujours été comme ça, aidante. J'ai toujours été fonceuse. J'ai toujours été exigeante. Et je crois que du coup, j'ai continué dans ce que je connaissais déjà. Je pense aussi que des fois, on continue dans des schémas qui sont, même s'ils sont inconfortables, on les connaît. Et on a beau s'en rendre compte à un moment donné dans notre vie, et ça peut être tôt, hein, mais on continue parce que c'est comme ça, et puis qu'on ne sait pas comment couper cet engrenage. Je suis reconnaissante, tout d'abord, à commencer par l'éveil, parce que je trouve que c'est un endroit qui est magique. C'est un endroit unique qui n'existe nulle part ailleurs. Et pour avoir cherché, que ce soit professionnellement parlant, pour mes patients à l'époque, pour moi ensuite, pour mes projets futurs, il y a un truc. Il y a un truc inexplicable, quelque chose qui appartient à l'éveil, qui laisse place à toutes ces personnalités uniques que sont les personnes, aussi bien les collaborateurs que les participants. Chacun est unique et a sa petite touche, les projets qui font que notre expérience est douce. Donc je suis hyper reconnaissante d'avoir pu être ici, à l'éveil, d'y être et de continuer à évoluer.
Je suis reconnaissante, même si j'ai beaucoup de peur envers eux, à l'assurance invalidité parce que malgré tout, ils m'accompagnent et ils me soutiennent dans mes démarches. Et puis sans eux, en fait, tout ce qui s'est passé là où je suis ne pourrait pas exister. Et je tiens à les remercier parce que c'est ce qui fait que je me reconstruis et que je vais pouvoir me relever. Et puis je suis aussi, et premièrement, très reconnaissante de mon compagnon qui m'a vraiment accompagnée de A à Z et où du coup on se redécouvre et on apprend à se découvrir de jour en jour. Peut-être que finalement cette cassure aide à casser la routine vu qu'on se redécouvre à chaque fois. J'ai fait ce podcast parce que j'avais envie de témoigner, puisqu'à l'époque, j'aurais aimé entendre finalement qu'il y a des personnes qui sont peut-être passées par des moments de errance, des moments des trous noirs, des moments où on avait l'impression que jamais ça n'allait avancer, et puis que finalement c'est possible, et aussi que c'est pas parce qu'il se passe des choses qui sont peut-être pas spécialement jolies qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas et qu'il peut avoir un petit brin de lumière, du soleil à côté, et qu'on peut vivre des jolies choses aussi malgré tout. Et qu'il faut oser peut-être aussi des fois s'y abandonner pour justement se relever. Et j'ai fait aussi ce podcast parce que je pense que c'était bien aussi pour moi de pouvoir voir le chemin qui a été parcouru, parce que des fois j'ai l'impression de jamais en faire assez encore maintenant. Et je me dis que finalement, j'ai quand même avancé, il y a quand même des choses qui se sont passées. Et puis au moins ça me permet de confirmer que je veux pas du tout retourner dans les soins. Et je crois que ça met ce point final finalement. Vous venez d'entendre l'histoire de Chloé, racontée par elle-même en octobre 2025. Encore merci à elle pour son courage et son témoignage bouleversant. Ces témoignages sont accueillis et enregistrés au sein de l'Éveil et sur base de volontariat. Production et droit, l'Éveil. Chargé de production et responsable du projet, Selim Zegani. Enregistrement, montage audio, habillage audio, mixage, mastering, diffusion, Selim Zegani. Graphisme, Neville Beau. Encadrement et supervision du projet, Oran Mackenzie et David Vial. Toutes les informations concernant l'Éveil sur www.aeveil.ch. Merci pour l'écoute, c'était Ambitus et à très vite pour une autre mélodie de vie.